Qui est Shiro Tagashi? Descendant lointain du premier empereur de Kanta, Kainenta, et de l'une de ses nombreuses concubines, Shiro devint rapidement un assassin talentueux. Sa maîtrise des arts des ombres lui valurent une place parmi la garde impériale sous le règne de l'empereur Anxian. Il prenait son rôle très au sérieux, et sa dévotion envers son empereur était incontestable. Sa bravoure et son efficacité en firent un garde hors du commun, respecté de ses pairs et de son peuple. Un jour, il fit une rencontre qui allait bouleverser son destin. Une diseuse de bonne aventure croisa sa route et lui annonça de grands changements dans son avenir. Son histoire serait racontée pendant plusieurs générations. Ses armes seraient des trésors. Son nom vivrait pendant des millénaires. Au départ réticent à ses élucubrations, Shiro savait au plus profond de lui-même que sa vie ne s'arrêterait pas à ses actes mineurs. Alors, il écouta. Il ouvrit sa conscience vers sa destinée par le biais de la voyante. Et celle-ci lui annonça que l'empereur se rapprocherait de lui pour récompenser son travail et sa bravoure. Ainsi devait débuter sa destinée héroïque. Les prédictions prirent forme peu de temps après, lorsque Anxian convoqua Shiro pour le féliciter de son œuvre en tant que garde impérial, et fit de lui son garde du corps personnel. Honneur suprême pour tout Kantien de l'Empire. Ce nouveau départ permit à Shiro de briller à plusieurs reprises et de faire étalage de tous ses talents. En 858 après l'Exode, un groupe de bandits appelé Ampha, semant la peur et le chaos sur tout le territoire et terrorisant tous ses habitants, entreprit une attaque directe sur l'Empire. Et les conséquences de ce raid auraient pu être dramatiques si l'assassin impérial n'était pas intervenu. Décapitant le chef des rebelles et exécutant tous les bandits, même ceux qui étaient sur le point de se rendre, Shiro mit fin aux velléités des Ampha de façon brutale. Plus tard, en 865 après l'Exode, Shiro mit à jour une tentative d'enlèvement de la part de quelques membres du ministère céleste sur le fils d'Anxian, héritier du trône. La sentence fut terrible. Shiro s'interposa, élimina les ravisseurs sous les yeux de l'enfant et empala les têtes des traîtres devant le ministère céleste. Shiro Tagashi n'était pas un tendre, et sa liste de victimes n'était pas prête de s'arrêter. À cette époque, Anxian travaillait d'arrache-pied pour unifier Kanta, notamment en ce qui concernait le conflit ancestral opposant les Luxons et les Kurziks au sud du continent. Ramener ces deux factions sous le giron de l'Empire était un objectif qui ancrerait le nom d'Anxian dans l'histoire, réussissant là où tous les empereurs avant lui avaient échoué. Même si le gouvernement refusait de le reconnaître, Shiro joua un grand rôle dans le rapprochement des deux factions. Il réussit à mettre autour de la même table leurs deux champions respectifs, Saint Victor des Kurziks et Archémorus des Luxons. La réussite de ces négociations était donc palpable, et Shiro en était l'artisan principal. Mais c'est à ce moment précis que la vie de Shiro prit un tournant irréversible. Continuant de consulter la diseuse de bonne aventure, cette dernière lui annonça un futur plus sombre. Très prochainement, lors de la cérémonie des moissons, l'empereur tentera de le tuer. Cette nouvelle plongea Shiro dans la tourmente. Comment était-ce possible? Pourquoi Anxian l'éliminerait? Il devint de plus en plus reclus, méfiant, sombre. Petit à petit, il se tourna vers des arts interdits, étudiant une magie obscure dans le but de se protéger de cet avenir funeste. L'apprentissage de ces étranges rituels, bien différents de ses pouvoirs d'assassin, se révélait plutôt facile pour lui, comme s'il était fait pour les pratiquer. Cette nouvelle magie le protégerait, et il en enchanta ses armes. Il était prêt. Les jours passèrent, et la cérémonie des moissons arriva. Cette cérémonie était le point culminant de ce festival, durant lequel l'empereur devait se rendre dans le temple des moissons, édifice suspendu entre les terres Kurzik et Luxon, et prier les dieux afin de recevoir leur faveur et leur pouvoir.
Ce rituel, accessible pour l'empereur ayant effectué son ascension, lui permettait de bénir les terres kantiennes pour l'année à venir. Nous sommes en 872 après l'Exode, jour le plus important de l'histoire kantienne. Jour de la cérémonie des moissons, mais également le jour où le traité de paix entre les Luxons et les Kurziques était sur le point d'être signé. Pour cette occasion, Saint Victor des Kurziques et Archémorus des Luxons étaient les invités d'honneur du festival, assistant à l'entrée de l'empereur Anxian dans le temple des moissons, aussi appelé Quanjun. Le protocole habituel ne permettait qu'à l'empereur et à lui seul de pénétrer dans le temple afin d'y procéder au rituel de communion. Mais cette année, Anxian prit une décision déroutante. Malgré la protestation des gardes, il insista pour que 4 ritualistes le suivent, ainsi que son garde du corps personnel, Shiro Tagashi. Plus important encore, alors que le temple Quanjun était un lieu saint, l'empereur autorisa l'assassin à l'accompagner armé. Cette décision est encore aujourd'hui difficile à expliquer, et pourtant, sans cela, les événements auraient pu être drastiquement différents. Et cela aviva davantage les soupçons de Shiro, qui ne pensait qu'à une chose, la prédiction de la diseuse de Bonaventure et sa mort. Alors que l'empereur et les gardes conversaient, une jeune assassine du nom de Visu, fuyant les bandits Ampha, se pressa devant la foule pour observer la procession, et croisa le regard de Shiro. Ce qu'elle y vit fit trembler jusqu'à ses os. Dans les yeux du garde du corps n'était que mort et chaos. Alors que l'effroi s'emparait d'elle, un pressentiment se forma. Elle vit la fin de son empereur et la chute de l'Empire. Hélas pour elle, elle ne put aller plus loin, avertir Anxian. Et même si elle avait pu, qui l'aurait cru? Elle resta donc à l'extérieur du temple, avec la foule et les délégations Luxon et Kurzik, alors que l'empereur et sa suite pénétraient dans le temple, afin de commencer le rituel. Entouré des 4 ritualistes, la prière de l'empereur débuta. Anxian, prostré, pria Dwaina de lui donner ses bénédictions. Shiro, assis dans l'ombre de la pièce, tremblait. Les paroles de la voyante le tourmentaient. La magie noire qui enveloppait ses armes le démangeait. Il ne voulait pas mourir, il devait agir. Et il passa à l'acte. Alors qu'Anxian recevait la seconde bénédiction de Dwaina, Shiro Tagashi se rua sur lui et planta ses lames dans le corps de celui qu'il avait juré de protéger. L'énergie divine accumulée par Anxian fut absorbée par Shiro via ses épées enchantées, qui obtint alors un pouvoir inégalé. Il se débarrassa des témoins présents, mais pas avant que l'alerte ne fût sonnée. La foule, entendant la cloche sonner plus tôt que prévu, s'agita. Saint Victor et Archémorus brisèrent le protocole et se dirigèrent avec leurs hommes vers le lieu du rituel pour secourir l'empereur. Mais bien trop tard. Anxian était mort, et Shiro gisait au-dessus de son cadavre, absorbant jusqu'à son âme. Le reste ne fut plus que sang et mort. L'assassin se débarrassa rapidement de ses adversaires, si bien que seuls les 2 champions Kurzik et Luxon étaient encore debout face à Shiro Tagashi. Mais il n'était pas seul. À l'extérieur, Visu passa à l'action. D'une foulée de l'ombre, elle se rendit à l'intérieur de la salle funeste, se projeta sur Shiro et l'entailla. Pris par surprise, l'assassin lâcha ses armes, blessé, de la magie suintant de ses plaies. Hébété et fou de rage de cette attaque sournoise, Shiro ne vit pas Saint Victor et Archémorus s'emparer de ses lames et foncer sur lui pour lui asséner le coup fatal. La suite fut dramatique. Shiro mourut sous l'attaque combinée des 2 champions. Mais cette mort ne fut pas immédiate. Il lâcha un cri qui dura des heures, alors que l'énergie divine, mélangée aux arts obscurs qui bouillonnaient en lui, s'échappa de son corps et forma une onde de choc qui ébranla le temple et se répandit dans les régions avoisinantes. Au sud, la forêt des Kurzik se pétrifia. Les immenses arbres ancestraux se transformèrent en pierre, ses habitants figés pour l'éternité, dans ce que l'on appelle aujourd'hui la forêt des Kovaldes. Au nord,
la mer des Luxons se cristallisa. Les vagues s'immobilisèrent pour toujours, formant ainsi la mer de Jade. Ainsi, à sa mort, Shiro libéra les vents de Jade, marquant la catastrophe la plus importante dans l'histoire de Kanta. Heureusement, l'onde de choc épargna la ville au nord ainsi que l'île de Chinji. Mais néanmoins, le pays était en crise. Anjai, fils d'Anxian, prit la tête de l'Empire du haut de ses 17 ans, en tant que plus jeune empereur du dragon de l'histoire de Kanta, et avait une lourde tâche sur les épaules. Il fallait redresser la situation où l'Empire du dragon tout entier était voué à disparaître. Et contre toute attente, il fit un très bon travail. Il ouvrit les portes de Kaineng afin d'accueillir les réfugiés du Sud, leur permettant de s'installer définitivement dans la cité, ce qui conduira à la modernité de la ville ainsi que sa surpopulation future. Pour pallier à la pénurie de nourriture qui s'annonçait, Anjai fit relocaliser toutes les fermes sur l'île de Chinji, ce qui accéléra davantage son revirement agricole. La plupart des diplomates kantiens ayant été tués lors de la cérémonie des moissons, l'empereur fit rappeler tous ceux qui se situaient en Tyrie, ce qui eut pour effet de diminuer le commerce extérieur et d'isoler Kanta du reste du monde. Enfin, Anjai inaugura le festival du dragon, qui eut lieu tous les ans le jour des vents de Jade, célébrant la survie de l'Empire du Dragon suite à la traîtrise de Shiro Tagashi. Au final, Anjai, 27e empereur de Kanta, géra superbement bien la crise, ce qui fit de lui un leader beaucoup plus respecté que son défunt père. Mais malgré cet extraordinaire redressement, des ombres marquaient ce tableau. Saint Victor et Archémorus, ayant pris de plein fouet les vents de Jade, étaient morts, et le traité de paix entre les deux factions n'aboutit pas. Rapidement, les hostilités reprirent, à la différence que leurs territoires respectifs étaient désormais changés, méconnaissables, ce qui n'arrangeait rien. Visu, quant à elle, avait réussi à s'extirper du temple des moissons lors de l'ultime cri de Shiro, mais mourut peu après sur les plages cristallines de la mer de Jade. Son esprit fut placé dans le temple de Tanakai, au sud de la cité de Kaineng, en compagnie des plus illustres héros de Kanta. Elle aura même droit à un quartier à son nom, en 886 après l'Exode, suite à la requête de nombreux Kantiens, la place de Vizuna. Ces événements marqueront enfin le début d'une nouvelle ère, l'âge du dragon, qui durera jusqu'à ce jour, tout du moins aux dernières nouvelles. Les vents de Jade auront marqué le territoire de Kanta, et comme la diseuse de Bonaventure l'avait prédit, le nom de Shiro Tagashi était ancré à jamais dans l'histoire du continent. Merci à tous d'avoir visionné cette longue vidéo. Honnêtement, je ne pensais pas écrire autant, mais cet événement est trop important pour que je n'entre pas dans les détails. Surtout avec la prochaine extension de Guild Wars 2 qui approche d'ailleurs. J'espère que vous avez apprécié le traitement des vents de Jade, et notamment de Shiro Tagashi. Si vous avez aimé le personnage, je vous rassure, on entendra très prochainement parler de lui. Il y a quelques points que j'ai laissés sous silence, afin de ne pas spoiler l'intrigue de Guild Wars 1, mais rassurez-vous, j'y reviendrai lorsque je m'attaquerai à l'histoire des jeux. Il nous restera une dernière période à aborder avant de clôturer l'arc de Kanta, dans ce cycle post-exode. Alors je vous dis à très bientôt, et portez-vous bien. Salut!